Alors, d'abord, évidemment, avant de te présenter même, je vais remercier ces gens qui ont eu le courage d'affronter la tempête et surtout qui ont choisi la poésie plutôt que les discours télévisés des pugilats plus ou moins venimeux. Et donc, félicitations d'avoir choisi la poésie. Donc voilà Jean-François Arsat qui va nous parler qui va nous faire entendre des belles choses, de la prose et de la poésie, comme vous avez pu lire dans le petit programme. Vous avez tous le programme, j'espère. Et voilà, je passe la parole à Jean-François. Merci beaucoup André. Merci de m'avoir convié à cette manifestation. Grande manifestation. Comment? Grande manifestation. Grande manifestation, très grande manifestation, dirais-je. Voilà qui est dit, n'est-ce pas? Bon, alors donc on va pouvoir commencer. Eh ben, je t'en prie. Écoute, alors, voilà. Et puis j'ai oublié de dire qu'on aura un fond musical grâce à Emmanuel qui est là, qui se cache et qui va nous faire quelques airs de temps en temps pour ponctuer. Voilà, Emmanuel Rennes. Ça, c'est le summum. Alors, vous voyez. Oh, ouais, bravo, Emmanuel. Ne rajoutez pas. Je vais être intimidé. J'ai tant de sentiments que je me persuade fréquemment que je suis un sentimental. Pourtant, je reconnais, quand je me considère, que tout cela est une affaire de pensée, et qu'au bout du compte, je n'ai en rien senti. Nous tous qui vivons, nous avons d'une part une vie pensée, de l'autre une vie vécue. Mais l'unique vie que nous ayons est celle qui est partagée entre l'authentique et la fausse. Mais des deux vies, laquelle est authentique, laquelle est fausse? Il n'y a personne au monde capable de nous l'expliquer. Alors nous vivons de façon que la vie que nous avons est celle qui doit se penser. C'est de Pessoa. Bernardo Pessoa. Si vous voulez savoir où je suis, comment me trouver, c'est facile. J'ai qu'à vous faire un dessin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous entrez dans la galaxie, vous prenez tout droit, entre Vénus et Mars. Vous évitez Saturne, vous contournez Pluton, et vous laissez la Lune à droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous verrez tourner dans les grands terrains vagues d'espace, des Spoutniks, des machins, des objets satellisés, des orbites abandonnées, enfin la fourrière du ciel, quoi, la ferraille du ciel. C'est déjà la banlieue où je vis. Vous continuez tout droit. Là, vous verrez tourner une boule pleine de bosses, pleine de plaies. C'est la Terre, j'y habite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous laissez glisser, vous laissez glisser le long du Groenland. Attention, ça dérape. Vous prenez à droite par la mer du Nord et à gauche par la Manche. Et là, vous trouvez un machin qui ressemble à la tête d'un bonhomme en forme de Finistère. En forme de Finistère. C'est la France, j'y habite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous continuez tout droit jusqu'à un fleuve blond qui s'appelle la Loire. Les yeux couleur de sable. Vous le prenez à gauche, et puis à droite, et puis tout droit. Et quand vous serez là, demandez ma maison. Tout le monde me connaît. Vous ne pouvez pas vous tromper. Elle a des yeux comme ceci. Elle a des cheveux comme cela. Et sa bouche qui est là. Et son sourire. Au coin de la bouche. Elle est toujours là où je suis. Je suis toujours là où elle est. Elle est ma lampe, elle est l'horloge, mon feu de braise, mon lieu-dit. Elle est ma maison, mon logis. De toute façon, quand vous aurez vu son sourire, vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est là. C'est de Claude Roy.
de toute façon. Je voudrais écrire un poème qui soit beau comme un escargot sur ses branches de Troène. Un poème dont chaque mot soit synonyme de je t'aime, plus tendre à l'oreille que l'aine filée jadis par la bergère, qui ne pensait qu'à son berger en gardant son troupeau d'idées, toutes en couleurs et si légères. Je voudrais écrire un poème que puisse réciter le vent et que comprennent les enfants, qui sont tous poètes eux-mêmes. Je voudrais écrire un poème dont Victor Hugo, dans sa tombe, dise « Que ne l'ai-je donc fait moi-même quand j'étais encore de ce monde ?» Un poème qui fasse sourire les chats et qu'ainsi filent les souris, que ça fait rire aux éclats en se cachant dessous mon lit. Je voudrais écrire un poème qui désarme les assassins et suffise à couper la faim de tous ceux que le sort malmène. Jean-Pierre Renet. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend, car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Et les moiteurs de mon fond blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Verlaine. Couleur du jour attendu, arc en terre bientôt levé, rivière de bonté perçue, la vie est là, prête, levée. Mon corps depuis lavé, alors que ses graines le sablier, je bavarde, dis tout ce qui n'est rien, mais tout ce qui me tient, et qui même me tutoie. Attendu, nos désirs s'expriment, laïtou, laïtou. Alors la parade festoie. Qui suis-je, vous demandez-vous? Je ne suis qu'un poème. Voilà, et je vais laisser la place à Emmanuel, qui va nous ensorceler par quelques morceaux de guitare bien choisis.
Merci Emmanuel. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un joli soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Et les 2 escargots sont très désappointés. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir, prenez un verre de bière si le cœur vous en dit, prenez l'autocar pour Paris, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. » Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mirent à chanter à tue-tête. La vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et nos 2 escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très heureux, ils s'en vont très émus. Mais comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut, la lune veille sur eux. Jacques Prévert. Ô femme, tu es mon point du jour, toi mon rivage, mon embellie, mon intime transhumance vers ton être déshabillé de lumière. Au feu de ma tendresse, fleur tremblante de mon émoi, j'ai troublé ton regard au tamis de mes mots lilas. Je moissonne des baisers à ta robe d'aube et de vent, et je vogue de ton cri à ta lèvre, voyageur ébloui de mon rêve habité. Au long de ces vers que j'ai semés pour toi dans l'immense silence d'une larme, mon écume court sur ton sable vers l'infini de tes bras. Comme des mots envolés sur le temps, je dépose sur ton cœur ce tendre poème. Je t'aime, t'espère et te nomme. Toi, ô femme. C'est de Jacques-François Dussautier. Oui, dès l'instant où je vous vis, beauté féroce, vous m'applûtes. De l'amour quand vos yeux je prie, sur le champ vous vous aperçûtes. Mais de quel air froid vous reçûtes tous les soins que pour vous je prie. Combien de soupirs je rendis, et de quelle cruauté vous fûtes. Et quelle profondédé vous eûtes pour les vœux que je vous offris. En vain je priais, je gémis, dans votre dureté, vous sûtes mépriser tout ce que je fis. Et même, un jour, je vous écrivis un billet tendre que vous lûtes, où je ne sais comment vous pûtes de sang-froid voir ce que je mis. Ah, fallait-il que je vous visse, fallait-il que vous me plussiez, et qu'ingénument je vous le dise, qu'avec orgueil vous vous tussiez. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et quand ben, je me pignatrasse, et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. C'est de Alphonse Allais, Complainte amoureuse. Et là-bas, s'écria Saint-Pierre, qui frappe à lui du paradis? Oh, c'est un pauvre mon bon monsieur, que je lui dis. Et vous croyez peut-être qu'on entre ici comme dans un moulin? Vous êtes si bon, mon doux maître, pris en faisant le câlin. Taisez-vous. On ne peut me plaire par des douceurs ou des cadeaux. C'était bon avec leur cerbère qu'on prenait avec des gâteaux. Je suis un portier sans faiblesse. Répondez là-bas sur terre, allez-vous entendre la messe?
Pas souvent, répondis-je souvent. Ouais, pas souvent. On sait ce que ça veut dire, mais notre bon Dieu est partout et cela peut suffire de l'adorer. Oh, du Saint-Dieu. En vous couchant, mais faisiez-vous votre prière? En couchant? Oh ben, je me souviens pas, Saint-Pierre, mais peut-être bien quand je change. Bon. Et la bonne chair, oh ben je l'avais assez. Et la bouteille, oh ben la bouteille aussi, mettez butez-vous trop, bah cela m'a de vin, mais vous viviez comme un infâme. Et la vertu, ah dame, j'avais toujours une petite femme. Était-ce la même? Jamais. Que la dernière était jolie. Oh, on s'en allait sur les gazons par les dimanches de folie. Oh, c'est bon, mon garçon. Et vous avez encore l'audace de me dire ça sous le nez. Pour vous, nous n'avons pas de place. Allez vous en chez les damnés. Oh, là-bas. On vous fera fête, monsieur le... Ça fait au fait. Et qu'avez-vous été sur terre? Poète. Je faisais des vers, vous savez. Hein? Poète? Alors fit-il d'un ton plus doux, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Entrez donc, vous êtes ici, chez vous. Edmond Rostand. Et encore un petit coup de musique, hein, je crois. Oui, voilà. Un petit coup de musique. L'organisation. Un petit coup de musique. Une évocation, voilà, une évocation. Je ne vous dis pas de quoi, finalement, comme ça évoquera d'autant plus que c'est... Exactement. Notre imaginaire. Voilà. Je suis très mal. On a fait des essais, pourtant. Non, non. Ah bon. C'est nettement mieux, là. On voit que c'est mieux. C'est bon? C'est ce qu'on appelle les choses Bon. musicales. Ah oui, mais alors moi je suis mal assis. Hein. On voit que c'est pareil, là. Ni vu ni connu.
gagne un numéro de trapèze. Ah, Je vous le dis après, parce que sinon vous imagineriez. Ça serait fatigant pour l'esprit. Vous en orienterez. L'essentiel, c'est que tu ne demandes pas de faire un numéro ici. Voilà. Ah. merci Manuel. Voici un texte de Pierre de Marbeuf, 1596-1635. Un texte est un peu difficile à lire, vous allez comprendre pourquoi. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est amère, et l'amour est amer. On s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer. Et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mer de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes. Pierre de Marbeuf. C'est pas facile, mais enfin, c'est quand même assez étonnant. Ce texte a été donc écrit en 1596. C'est assez étonnant parce qu'il est quand même d'une modernité évidente. J'ai tiré la table de bois brut sur la terrasse. Je l'ai libérée de sa nappe de matière plastique. J'écrirai mieux en contact direct avec le bois. Je le sens sous mon avant-bras, qui tient la feuille du bout des doigts, tandis que ma main droite construit la ligne d'un bout à l'autre. Mes mains font confiance au bois. Je sais que je puis compter sur elles pour qu'elles prennent la juste part du poème à naître. Je suis torse nu parmi l'air, le ciel, les ruines. Ce ne sont pas les ruines du Parthénon, ni celles de Pompéi. Les élèves de l'école du Louvre n'en entendront pas parler. Humble ruine d'une petite maison corse, ruinée par l'incurie des gouvernements successifs, qui n'avaient pas inclus dans leur vaste plan cette île splendide et sauvage, jaillie au milieu des flots, comme la main d'un noyé entre deux vagues. Là-bas, juste en face, si je lève les yeux, je vois le couvent, où m'a dit le maçon, il y a 200 ou 300 ans, tournaient les moines. C'était grande fête au 15 août. Chacun se levait à 5 heures du matin pour aller réserver sa place à l'ombre d'un arbre. Les artisans de Dieu ont déserté ce poste avancé du ciel. Si du moins j'entendais le chant des cigales. Hier, les enfants ont écrasé le grillon au fond de la baignoire. C'est une grande perte et un signe fâcheux que nos enfants, qui connaissent presque tout de l'informatique, ne sachent plus distinguer un grillon d'un cafard ou d'un scorpion. Un temps tourne autour de moi. Ah, on se connaît bien tous les deux. Il veille attentivement sur ce que j'écris. Nous, de la nature, les temps, les poètes, les oiseaux, les escargots, les musiciens, les peintres, les ânes, nous avons conscience de nos responsabilités. Midi moins 5 ce matin, à Ortali, nous sommes un peu tristes. Par mégarde, 2 enfants ont tué l'ami du foyer, le gentil petit musicien qui chantait la nuit comme le jour, l'ami du couple et des enfants. On le devine, la télévision, la radio,
Les journaux n'en ont pas soufflé mot. Mais, en vertu des pouvoirs qui ne m'ont pas été conférés, j'espère de quiconque lira ou entendra ce poème une minute de silence. Le grillon est mort, que le vent et les oiseaux déchirent le ciel, et là est dire à qui de droit, aux 5 coins de l'univers. Jean-Pierre Renet. J'ai un mot à dire à ceux qui méprisent le corps. C'est une phrase de Nietzsche. C'est à vous, mon corps, à qui j'exprime ici, humblement, la gratitude de m'avoir accompagné depuis si longtemps, tout au long du souffle de l'existence de ma vie. Je n'ai pas toujours été conscient de votre présence. Ignoré, rejeté, parfois maltraité, toujours critiqué. J'ai fait peu cas de votre personne. Je suis pourtant chevillé à vous. Je sais, je ne vous ai pas souvent donné la parole. Vous étiez sans doute trop timide. Je ne vous voyais pas. Les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. Mais à ce moment de ma vie, tu ressuscites, je te vois. Je sens et te découvre, mon corps, avec tes blessures, tes éblouissements, tes records, tes joies, tes déceptions et tes espoirs. Tu es, pour ainsi dire, mon référent. Je suis ton représenté. Tu es l'auteur et je suis le comédien qui va devoir jouer son meilleur rôle. Servir l'auteur et défendre l'homme. Je déclare en vertu des pouvoirs qui ne m'ont pas été conférés qu'à partir de ce jour, je veux vivre sous les favorables et riants auspices de ton corps. Je me surprends à te dire que je t'aime, comme tu es. Splendide est la beauté, nous dit Arthur Rimbaud. Je te remercie. Je t'offre la musique de Peter Gabriel, With His Love, la cavatine des oiseaux chanteurs, un coucher de soleil corse, le vol d'une colombe, et non pas 5000 roses, mais une rose pourpre et un peu d'eau. Ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui. Je me rose de toi. J'ai envie de te câliner. Aimer, partager, câliner. Et encore et toujours de la poésie. La musique de la poésie avant toute chose. Mon cher compagnon, la maison de mon âme, à présent je te suis fidèle et te respecte, car j'ai découvert en toi mon ange gardien. En effet, combien de signaux m'as-tu envoyé? Combien de malaises, d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Mon cher ange, le palais de l'émerveillement de l'être, maintenant que je t'ai enfin rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons main dans la main, les yeux dans les yeux, jusqu'au bout de notre vie commune. Et tu seras heureux de m'avoir connu. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sourds et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre, court à peine marcher, par bandit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors. Il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, au besoin il prendrait des ailes comme l'aigle.
Il vous échappe, il fuit, il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau à la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Tenez, il entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit « Ah, ben voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Victor Hugo. Un petit peu de musique. Encore. S'il vous plaît, master. Ça fera avec, là, c'est une cravate un peu spéciale. Il y a un petit cravaté, c'est Ni vu ni connu. Ah, désolé.
Merci, Emmanuel. Madame, quel est votre mot sur le mot et sur la chose? On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, voici quelle est la chose. Et c'est la chose avec le mot, mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Et je crois même pouvoir ajouter en faveur du mot une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est déjà quelque chose. De là, je conclus que le mot peut être mis avant la chose, qu'il ne fait ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et que pour le jour où le mot viendra seul et là sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si bien le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot, qu'on est déjà prêt à la chose. Mais quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me trouver bien peu connaisseur en la chose. Eh bien, voici mon dernier mot, et sur le mot et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, je vous passerai la chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur. C'est un abbé, monsieur l'abbé de l'Athénian. C'est étonnant, hein. Il faut dire que c'était un abbé du XVIIIe siècle. Ceci explique cela. Ma bru m'a conduit par la Manche, jusqu'au petit banc qu'à là-bas, sous le tilleul. Ils vont se promener, hein, d'homme, c'est dimanche. Je reste là, je suis l'aïeul. Enfin quoi, je suis un vieux bonhomme. Mes prunelles sont devenues toutes grises. Depuis quelque temps, je peux plus rien voir, mais je devine le temps. J'ai de bonnes oreilles. J'entends qu'il y a plein d'oiseaux dans l'air. Et dans les blancs, il y a plein d'abeilles. Pas de danger qu'elles ne me piquent. Elles savent que je ne leur veux pas du mal. Et j'aime écouter leur musique. J'entends les filles qui vont au bal. Elles vont comme ça, par 5 ou 6. Et le soleil leur fait des diadèmes. C'était pareil dans le temps jadis. Seulement les filles, j'avais les mêmes. Dans sa vie, on ne veut pas croire qu'un jour, il faudra céder le pas. Alors, on se marie, on a des bambins, on désespère de les voir grandir, ces bambins. Et puis un jour, on va te faire dans l'air, voilà que la fille, elle prend du corsage. Elle fille, c'est pas au régiment. Alors on se dit, je suis dans la fosse de l'âge. On se le redit jusqu'au jour où on se retrouve seul, deuil après deuil. Et la grande route qu'on a suivie, on la voit tout en un clin d'œil. Ah, c'est long que c'est bref, la vie. Ma bru m'a conduit par la Manche, jusqu'au petit banc qui est là-bas, sous le tilleul. Ils vont se promener, d'homme, c'est dimanche. Je reste là, je suis l'aïeul. C'est Jean-Roger Cossimon qui disait ce texte, qui était le parolier, était Léo Ferré. Et donc, Léo Ferré, ils étaient très amis avec Jean-Roger Cossimon, et c'était son parolier préféré. On arrive vers la fin. Le plus beau vers de la langue française. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Voici, mes enfants, le plus beau vers de la langue française. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Le poète aurait pu dire tout à son aise, le jet volumineux picorait des pois fins. Eh bien non, mes enfants. Le poète qui a du génie jusque dans son délire, d'une main moite a écrit, c'était l'heure divine où sous le ciel gamin, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Quel galop! Les G expirent dans le J. Là, le jet est agi. Dans le génie du poète qui s'identifie à l'oiseau sorti de son nid, sorti de sa ouate. Quel galop, quel train dans le soupir, quel élan souterrain! Quand vous serez grain, mes enfants, et que vous aurez une petite amie anglaise, vous pourrez murmurer à son oreille dénaturée ce vers le plus beau de la langue française et qui vient tout droit du gallo-romain, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Admirez comme voyelles et consonnes sont étroitement liées. Les uns
de leur zèle. Admirez aussi, mais enfin, ces jets à vif, ces jets sans fin, tous ces jets ingénus qui sonnent comme un glas. Le jet gélatineux. François. Gélatineux. Vous ferez sans ligne, motif, tape le rythme avec son soulier froid sur la tête nue de son voisin. Le copierai 100 fois, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. 100 fois. René de Obaldia. Et en guise de dernier texte, si je puis m'exprimer ainsi, un texte de Jean-Pierre Renet, Ordre du jour. Tenir l'âme en état de marche, tenir le contingent à distance, tenir l'âme au-dessus de la mêlée, tenir Dieu pour une idée comme une autre, un support, une éventualité, une contrée sauvage de l'univers poétique, tenir les promesses de son enfance, tenir tête à l'adversité, ne pas épargner l'adversaire, tenir parole ouverte, tenir la dragée haute à ses faiblesses, ne pas se laisser emporter par le courant, sous le prétexte que les pires se haussent commodément au plus haut niveau, et que les meilleurs ont peine à tenir la route, être digne du privilège d'être, sous sa forme la plus réussie, l'homme, ou mieux encore, la femme. C'est Jean-Pierre Renet. Voilà. Voilà mes chers amis, je vous remercie, nous vous remercions, Emmanuel et moi, de votre présence, et comme disait le président, n'est-ce pas, merci d'être venu ici plutôt qu'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc si vous avez des questions à nous poser, à Emmanuel et à moi, eh bien, nous vous écoutons. Voilà. J'ai pensé que l'Athénian et Obaldia, c'est un petit peu le même genre d'humour, non? Un peu, je retrouve, non? À 2 siècles de différence. Oui, effectivement, c'est pas du tout des textes sérieux, conventionnels. C'est ça, voilà. Tout à fait, oui, absolument. C'est pour ça que je confonds des fois l'un ou l'autre, je me dis. Ah oui, d'accord. C'est l'un tel, et puis un c'est l'un Oui, oui, vous copierez 100 fois, hein, ne pas confondre. J'ai déjà le gélatineux à écrire à 100 fois. J'ai du travail pour ce soir. Il y a du travail pour ce soir, oui. Pour faire travailler la mémoire. Ouais. Il faut la faire tourner, il faut la faire travailler la mémoire. Et pour ça, il faut dire des textes. Mais c'est pas pour ça qu'on les retient. Hein. J'en sais quelque chose. Oui, il y a certainement des questions, parce que justement, ceux qui ont le trac de parler en public, on a un professeur qui est capable de vous détracter. Oui, non, faut dire toute la phrase décontractée. Vous avez eu des contacts directs avec les créateurs et peut-être quelquefois, vous avez cité Léo Ferré par exemple, oui. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec Léo Ferré? Non, contact, non, mais par l'intermédiaire de Jean-Roger Cossimon, mais pas directement avec Léo Ferré, malheureusement. Mais effectivement, bon, c'est une époque magnifique, cette période de tous ces chansonniers, ces paroliers. Malheureusement, aujourd'hui, on peine un peu. Hein, voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous... Oui. Oui, on est quelques-uns à avoir participé ici à un livre. Peut-être tu peux nous en parler? Ah oui, le petit livre là. Oui, non mais de toute façon, D'accord. Je n'oubliais pas, bien sûr, hein, de vous parler de ce petit livre-là dont Lucie fait allusion. Émile Ripert chante La Provence. Alors l'histoire de ce recueil est le suivant. Je devais faire un récital à La Ciotat,
en l'honneur d'Émile Ripert. Alors, Émile Ripert, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, est un auteur provençal, très connu en Provence, à La Ciotat, puisqu'il est né à La Ciotat, il est de La Ciotat. Et donc, avec la Société des poètes français, on avait donc imaginé de monter un récital. Voilà. Moi, je n'ai pas pu y participer pour différentes raisons, mais je n'ai eu de cesse que de essayer donc de faire quelque chose en l'honneur d'Émile Ripert. Et j'en ai parlé à Lucie, j'en avais parlé également à Gérard Tognou, qui est le responsable de la cave à poèmes, peut-être que vous connaissez. Et donc, on a décidé donc, de monter cette opération, dans laquelle des participants habitués de la cave à poèmes ont accepté de dire des textes, et ils ont été enregistrés, puisque à la fin du il y a un CD, n'est-ce pas? Donc, c'est un document. C'est un document parce que de ce côté de la Loire, il n'est pas très connu, Émile Ripert, alors qu'il est très connu en Provence. Et on avait donc décidé d'essayer de faire quelque chose pour qu'il soit un peu mieux connu. Voilà, alors donc, là, vous pouvez en emporter au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il y en a encore d'autres en réserve. Hein. Voilà, donc, vous pouvez le... C'est un ouvrage qui est paru en mars 2011, à l'occasion du Printemps des Poètes. Et donc, il a eu 1 an, un peu plus, cette année. Et voilà. Voilà, donc... on a ici quelques-uns des participants, avec Emmanuel, Myrna, François Bénard et Jean-François. Exactement, et donc dans le document, il y a leurs photos avec le texte qu'ils ont dit. Donc ce sont déjà des livres d'occasion, en fait. Ils sont déjà... Oh non, non, ils sont neufs, tout de même. Il y a juste une photo qui a un peu vieilli. On a un an de plus maintenant. Si vous voulez le compulser avant de l'acheter, c'est pas. Comment? Oui, enfin bon, c'est façon de parler. Là, je ne suis plus en tant que poète, là, je suis en tant que businessman. Voilà. Et puis alors donc, comme nous a dit André, pardon. C'est le même. Comment? C'est le même. C'est la même personne, oui d'accord. Ça me semblait bien aussi. J'ai donc mis au point un protocole de formation en ce qui concerne la prise de parole en public. Donc, parce que je me suis rendu compte depuis déjà de nombreuses années que les personnes en général ne savent pas prendre la parole devant un public. Même, quand je dis un public, bien sûr, c'est un auditoire, c'est ce que je veux dire. Hein. Et donc, quand on prend la parole, il faut convaincre, il faut donc parler d'une voix bien placée, pour se faire entendre, comprendre, apprécier, aimer, respecter. Voilà. Donc, j'ai développé donc ce travail sur 43 clés. Et 43 clés qui donc, chaque clé correspond à un élément à développer pour pouvoir prendre la parole, j'allais dire, valablement. C'est-à-dire de respecter le fond et la forme, de respecter la couleur de la voix, les lésions, les répétitions. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut respecter, travailler pour pouvoir faire face à un auditoire. Parce qu'un auditoire, c'est redouteux. Hein. C'est vraiment... parce que vous avez toujours des personnes qui prennent la parole pour essayer de vous déstabiliser. Hein, et toujours des pervers. Hein. Pervers narcissiques, je ne sais pas, enfin bon. Oui. Hein, n'est-ce pas? Vous avez déjà rencontré? Oui. Ouais, oui. Donc ça, c'est redoutable. Alors, il y a des astuces, il y a des choses... Alors, je donne quelques conseils, par exemple, quand vous êtes face à quelqu'un qui déstabilise votre auditoire.
Alors, quelqu'un qui pose une question, très intelligente bien sûr. Donc à ce moment-là, que faire? Que faire? C'est dramatique, parce que c'est le trac qui vous prend, vous ne savez pas comment vous en sortir. Alors, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut remercier. Merci pour votre question, monsieur. J'y répondrai tout à l'heure. Très intéressante votre question. Et vous continuez votre discours, n'est-ce pas? Et quelques instants après, vous dites, vous répondez à la question, parce que vous avez eu le temps de réfléchir, donc vous répondez à la question, vous argumentez, et puis vous concluez, et vous passez à autre chose. Comme ça, bon, cette personne est satisfaite, parce qu'elle s'est fait remarquer. Ce qu'il y a que l'interrupteur ne se rend pas compte, c'est que l'auditoire, il se dit, ah ben dis donc, comment il l'a coincé, non merde, celui-là, il vient, Donc, cette personne se met un petit peu hors du public. Hein. Mais il faut faire très, très attention, parce qu'il y a toujours des gens comme ça qui essayent de poser des questions très intelligentes, des fois. Mais comme vous avez bon, 1h30 ou 1 heure pour faire votre discours ou pour expliquer ce que vous deviez expliquer, vous n'avez pas de temps à perdre. Et donc il faut toujours essayer de les renvoyer dans leur foyer, mais gentiment. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, donc, j'ai donc développé sur 43 clés, et là je les ai résumées. Bon, la première clé, c'est l'intention. Quel est votre but? Quelle est votre intention? Pourquoi l'avoir choisi? Il faut déjà répondre. Pourquoi vous avez l'intention de prendre la parole? Voilà. Alors, il y a, vous pouvez vous servir par exemple des 7 questions. Alors, les 7 questions, c'est qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, combien. Et en fait, c'est, comment il s'appelle? Oui, c'est ça. C'est Quintilien, Fabius, Marcus Fabius Quintilien, rhéteur latin et maître de la rhétorique, sous l'empereur Vespasien, qui le résume ainsi. Donc, quis, quid, ubi, quando, commodo, cur, quivis, auxiliis. Par quel moyen, quelle méthode. Voilà. Donc, alors ensuite vous avez, bon, je vais assez vite, hein, parce qu'on ne va pas y passer toute la nuit. Donc après, la deuxième clé, c'est la réflexion, la décision. Et là, ça s'adresse à l'hémisphère cérébral, cortical et limbique gauche. C'est-à-dire la raison. Que voulez-vous faire? Donc préparer l'évaluation des pour et des contre, préparer son effet, et puis déclenchement et commandement de la volonté. Alors, il y a des exercices à faire, bien sûr, texte et exercices. Alors bon, il y a tout un tas à la fois des exercices que chaque personne peut faire, et puis il y a aussi des lectures, des choses à lire, etc. Donc ça, c'était la deuxième clé. Ensuite, la troisième clé, c'est de convaincre, très important. Nous sommes ce que nous pensons, nous dit le Bouddha. Alors, que voulez-vous prouver? Être soi-même convaincu avant de vouloir convaincre. C'est important, bien sûr, mais c'est quand même aussi important de le dire. Et puis également, ne pas oublier, pour convaincre, il faut aussi détendre l'atmosphère. Donc il faut toujours essayer de faire sourire ou rire le public, n'est-ce pas? Et puis de raconter des petites histoires. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, je montais la rue Le Pic, et un monsieur descendait la rue Le Pic. Il arrive à ma hauteur, me regarde, et me dit « Monsieur, je suis un imbécile ». Un peu surpris. Je lui dis « Mais enfin, monsieur, oui, je suis un imbécile ». Alors, un peu interloqué, je lui dis « Mais enfin, monsieur, oui, d'accord, mais bon, il faut le prouver ». Et il m'a prouvé ça, avec une telle intelligence et subtilité, que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile. Alors, vous voyez, voilà des petites choses comme ça qu'il faut,
dans son discours émaillé de petites histoires comme ça. Pourquoi? Parce que, de toute façon, ça va détendre l'atmosphère, c'est sympathique, c'est agréable, et c'est surtout au début de la réunion. Pourquoi? Ben parce que, vous savez, les gens qui viennent comme ça, bon, soit ils vous connaissent, bien sûr, ça va, mais s'ils ne vous connaissent pas, ils se disent in petto, j'espère qu'on va s'ennuyer, qu'est-ce qu'il va nous raconter, hein, bon. Donc il faut un peu les rassurer. Okay, bon. Et puis l'orateur aussi, hein, il a besoin d'être rassuré aussi, parce que bon, le public, on ne sait pas du tout ce qu'il peut... Enfin, ouais. Donc, c'est important comme ça de dire des petites choses comme ça de temps en temps. Pouf, voilà. Bien, après, alors toujours pareil, il y a des exercices, il y a des textes, voilà, donc des textes sur des discours, allocutions, harangues, toasts. Alors j'ai des textes justement qui permettent de pouvoir prendre la parole à l'occasion d'un toast, à l'occasion d'une discussion, à l'occasion d'une remise de décoration, etc. Ensuite, la quatrième clé, c'est la concentration. Alors, question, quel est votre but? On en vient toujours. Hein. Alors, votre but fut-il une montagne de pierres ajustées si le lion d'amour ne les joint pas ensemble, le monument de ta science va s'effondrer. Voilà. Donc, il n'y a pas que le fond, mais il y a aussi la forme, la façon, la manière. Alors bon, il y a les pensées parasites, tout ça, bon, il y a des exercices d'improvisation, donc je fais faire des exercices d'improvisation, de relaxation aussi, hein, parce que c'est important aussi d'être détendu. Donc j'ai fait moi-même une formation de sophrologue, je sais de quoi je parle. La cinquième clé, c'est la communication. Donc, communiquer, c'est transmettre une information. Hein. C'est aussi parler, échanger avec d'autres personnes. Les actes parlent plus fort que les mots. Nul ne peut tout connaître sur un sujet. Et si nous prenons la précaution d'utiliser la formule « pour autant que je sache », avant de répondre à une question, nous faisons preuve d'humilité. Voilà. Alors, vous avez par exemple les 4 mots qui amènent le blocage dans une communication. Eh bien, ce sont la crispation, c'est-à-dire sous tension sur les nerfs, la compression sur la pression, la respiration, la contraction sous tension des muscles, et la compulsion sous contrainte sans volonté. Pour apprendre, il faut sonder les profondeurs de notre ignorance. Faites attention à ce que vous dites et que vous croyez entendre. L'oreille peut bien vous trahir. Pratiquez l'auto-écoute. Soyez attentif à l'écoute du silence et à l'écoute d'autrui. Ce que vous avez voulu dire de votre intention, donc 100%. Ce que vous avez dit de ces 100%, il reste 80%. Et ce qui a été entendu de ce que vous avez dit, il reste plus que 65%. Et ce qui a été compris de ce qui a été entendu, donc des 65%, il reste plus que 50%. Ça veut dire que, en fin de compte, ce qui reste, eh bien, c'est 50%. Donc il y a une perte de 50%, en gros, bien sûr, dans une communication. En partant de ce que vous avez imaginé dire et ce qui a été entendu dans le public. La 6e clé, alors, c'est le sentiment, l'humeur. Alors, sentiment, humeur, imaginaire, ça c'est cervical, limbique droit. Pourquoi cervical et limbique? Parce qu'il y a 2 cerveaux. Hein. D'abord le droit, le gauche, et puis en plus il y a cortical ou limbique. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Hein. Enfin, il faut le savoir.
exercez-vous à dire un poème par cœur. Pourquoi? Car si vous arrivez à émouvoir votre public, je vous dis, moi, que vous pourrez prendre la parole n'importe où. Parce que vous aurez peut-être découvert le timbre magique et envoûtant de votre voix. Comme par exemple la sensibilité artistique, poétique ou le charisme de Fanny Ardant, qu'on entend sur les ondes en ce moment. Elle fait une publicité. Ou de Laurent Terzieff. Ou de Michel Bouquet. Exercez-vous à vous écouter aussi. C'est important. Pour voir quel effet vous faites sur le public. Alors il y a des poèmes que je donne en exemple, très simples, hein, par exemple Demain dès l'aube de Victor Hugo, Le Pélican des Snow, etc. Alors, le monde aujourd'hui a plus que jamais besoin de poésie, mais elle n'est pas à l'honneur, et c'est dommage, car la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux seules servitudes matérielles. Ensuite, la 7e clé. L'interprétation, l'illustration, transmettre. Ne partez jamais du résultat. Il arrivera de lui-même en temps voulu, comme l'aboutissement de ce qui a eu lieu auparavant. Donc quel est votre but? Il faut donc donner, comme je vous disais tout à l'heure, le fond, la forme et l'humeur. Vivez-les et faites-les ensuite tous résonner dans le public. Mehr Licht, plus de lumière, comme disait Goethe, afin d'éclairer la voix qui est en nous. Alors vous avez par exemple là, une acrostiche pour vous rappeler les 4 modes de l'interprétation. Donc la cadence, l'harmonie, l'amplitude, le rythme, la modulation et l'émotion, ce qui vous donne le mot charme. Voilà, il faut prendre bien conscience que dans la voix, il y a plein de résonances, de choses bien différentes, qu'il faut pouvoir énumérer, toucher de la voix, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que si vous enregistrez votre voix, moi je ne vous conseille pas vraiment parce qu'on n'aime pas s'écouter. Hein. Même les comédiens n'aiment pas s'écouter. Mais bon, quelquefois ça peut être utile. Il faut pourtant le faire. Pourtant, il faut pourtant accepter sa voix. Oui. Voilà. C'est important. Oui. C'est important, de façon à se rendre compte que, bon, soit bon, je vais changer de métier, je vais être maçon ou ministre, mais surtout pas, voilà, non mais, je plaisante. Alors, la 8e clé, c'est la voix. La voix, résonateur et timbre. Alors, bien sûr, dans la voix, il y a les résonateurs qui sont, bon, effectivement, dans la bouche, c'est-à-dire à la fois le palais, la gencive, les gencives. Vous savez, si vous parlez et que vous mettez votre main sur le sommet de votre tête, vous allez voir que ça vibre, ça résonne là-haut, vous voyez. Donc il y a des résonateurs. Hein. Donc si on parle, si nous parlons, c'est parce qu'il y a tout un ensemble de procédés qui se mettent en place en résonance. Alors, par exemple, alors il y a des phrases comme ça, donc il faut, moi, que je conseille toujours de dire pour commencer à travailler, à chauffer la voix, c'est 1000 millions de merveilleux musiciens murmurent des mélodies multiples et mirifiques. Alors, ah là là, qu'est-ce qui se passe là? Si vous avez remarqué, il y a que des M. Pourquoi? 1000 millions de merveilleux musiciens murmurent des mélodies multiples et mirifiques. Pourquoi? Eh bien parce que le M est la lettre du timbre. Et alors, si vous dites, par exemple, je ne vais pas vous faire dire les 5 lettres, mais si vous dites donc ce mot, eh bien, vous allez vous apercevoir que sur les lèvres, vous avez des chatouillis. Et il faut quand on fait l'exercice, il faut s'exercer à ce que ça vous chatouille les lèvres. Vous voyez, si vous le faites, chatouille les lèvres. Parce que, voilà, parce que vous prenez conscience à ce moment-là des résonateurs, hein, et que votre voix, elle vibre.
Donc je vais avancer parce que le temps. Bon, on a jusqu'à quelle heure? Oh, bah, il est 9h10. Alors... Oui. Toute la nuit. Toute la nuit, là. Alors, donc, ensuite, ensuite, nous avons la respiration. Alors, la respiration, c'est fondamental. Fondamental. Je vous dis tout de suite qu'en général, très peu de personnes respirent correctement. Parce que nous n'avons pas pris conscience de ce qui se passe quand nous respirons. Alors, il y a une chose que je conseille, par exemple, c'est de prendre le rythme 3-2-5-2. Alors, 3-2-5-2, c'est pour essayer de rythmer sa respiration. Hein. C'est-à-dire que les 4 temps de la respiration, donc, dans la respiration, il y a également un moment, une apnée de quelques secondes. Quand nous respirons, il y a un moment où il y a une apnée, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Hein. Il faut essayer d'en prendre conscience, parce qu'il faut aussi s'appuyer sur ce moment d'apnée, de récupération, en quelque sorte. Donc 3-2-5-2, ou 3-3-6-4, ou 6-6-4-2, ça dépend comment, je dirais, nous avons comme contenance dans nos poumons. Alors généralement, bien sûr, comment respire, par exemple, toute une journée le préposé à l'ordinateur, ou le PDG derrière son bureau, voilà. C'est une respiration haute, bien sûr, limitée dans son amplitude, juste strict nécessaire, et rien dans le ventre, ou si peu. Tout est localisé dans la tête, ignorance du centre de gravité. Et c'est là une cause profonde de déséquilibre, d'instabilité. Donc, prenons conscience de la façon, la manière dont nous respirons. Oui. Moi, je fais souvent cet exercice, c'est de regarder les gens dans le métro, dans la rue, n'importe où, je regarde comment ils respirent. Alors, je regarde comment ils respirent. Alors, il y en a, ça se soulève ici, très peu ça se soulève là, les épaules se soulèvent. Enfin, vous voyez, c'est très intéressant, c'est instructif de voir comment les gens respirent. Parce que ça vous donne un petit peu, la façon dont vous respirez. Alors bien sûr, que se passe-t-il? Alors c'est bon, le surmenage, c'est-à-dire le manque de discrimination entre ce qui est indispensable, futile ou superflu. Bon, il y a aussi une mauvaise attitude physique et respiration déficiente. Respirer de façon abdominale, c'est ramener le centre de gravité du corps dans le ventre où il doit se situer. Les Japonais, comme les maîtres zen, en sont bien conscients. Ils connaissent l'importance du hara et ils savent utiliser les manifestations du chi chinois donnent naissance au yang, souffle léger qui forme le ciel, et le yin, souffle lourd qui forme la terre. C'est relié à la sophrologie aussi, la respiration. Tout à fait. Parfaitement. Absolument. C'est une des premières qui part du ventre, etc., qui remonte. Voilà. Et trouver les rythmes qui rythment la vie en même temps. Les rythmes de la vie en même temps, effectivement. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. On retrouve ça aussi dans le tai chi, l'art du souffle. Comment? On retrouve ça aussi dans le tai chi, l'art du souffle. Oui, tout à fait. C'est quelque chose, c'est important, c'est fondamental. Oui, toute la philosophie chinoise et asiatique, hein, on pourrait dire. Hein, bon. Alors que nous, nous ne sommes pas tout à fait, comment dirais-je, conscients de cet appareil respiratoire. Alors ensuite, donc j'aborde la mélodie et l'harmonie. Alors la mélodie et l'harmonie, c'est très important, parce qu'il faut créer une mélodie, et puis une harmonie. Bon, ça va sans dire. Hein. En ajustant vos pensées à ce qu'est le monde et à ce qu'est la vie, à votre vie, vous trouvez la mélodie, puis l'harmonie. Bien souvent,
nous n'arrivons pas à donner le maximum de nos possibilités, parce que nous sommes ignorants de notre propre personnalité. Nous projetons sur les autres nos aspirations, nos désirs, nos angoisses, nos besoins, de sorte que nous ne voyons plus chez lui que ce que nous portons en nous. Alors ensuite, 12e clé, alors là j'aborde plutôt le mot, phrase et la parole, le sens, le rythme, la musique des mots. Aragon, je cite cette phrase d'Aragon, « Je pratique par les mots, dans les mots, une sorte de vivisection de l'homme. Le langage est l'image de ce que j'ai de moi comme un être en marche. Le mot ne sert à rien quand ni la chaux ni l'humeur ne peuvent s'incarner. » Ça, c'est de moi. Donc ça, c'est un peu, je n'ai pas pu vous lire. Une réflexion de Gustave Flaubert que j'aime bien. Il faut que les mots et les phrases s'agitent dans un discours comme les feuilles dans un arbre, toutes dissemblables dans leur ressemblance. Alors, la prise de parole, bien sûr, en public, la prononciation, l'articulation, les liaisons. Autant que faire se peut, bien sûr, clair et net, hein, les liaisons. Et pas des liaisons mal à propos. Mal à propos. C'est la politesse du diseur aussi. Hein. Bon, voilà, c'est une question de correction, de respect d'autrui. Le sens que nous mettons dans le mot, dans nos mots, est lié à nos expériences et nous est aussi personnel que nos empreintes digitales. D'homme à homme, il ne peut normalement y avoir de communication, si ce n'est en parole, puisque le devoir de communiquer la vérité à tous ceux qui désirent la connaître s'impose à tous ceux qui possèdent ne fût-ce qu'un soupçon de sa nature. Il s'ensuit que, malgré tous les dangers inhérents qu'il y a à faire des énonciations, qui ne sauraient être pleinement exactes ni suffisants, il faut faire usage des mots, avec du succès. Ensuite, 13e clé. Alors là, c'est plutôt la tonalité de mon expérience, les liaisons, inflexions, articulations. Donc, bon, je donne des exemples, bien sûr, de tonalité par rapport à une phrase, soit interrogative, soit exclamative, soit tout ça. Parce que ça aussi, bon, souvent, on est un petit peu en porte-à-faux par rapport à tout ça. Chercher le ton juste, écouter les voix des comédiens, des artistes, des tribuns. Alors je reprends là, par exemple, la voix légère de Gérard Philippe, hein, la caverneuse de Jean-Pierre Mariel, la voix chaude et sauvage de Maria Casares, la rythmée de Louis Jouvet, la gouaille de Michel Galabru, la voix délicate de Michael Lonsdale, et la colorée d'un ténor, José Todaro, ou celle de Fabrice Lucchini, peu importe. Hein. Mais essayez d'avoir une particularité, une spécificité, essayez de trouver dans votre voix quelque chose qui vous donne une personnalité et puis qui va avoir, comment dirais-je, non pas un impact, mais qui va vous... On se rappellera de vous. C'est la signature. C'est la signature. On se rappellera de vous. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est ce que je dis par exemple aux jeunes diplômés. Ils ont leur diplôme en poche, hein, et puis, donc ils vont trouver des chercheurs de tête, enfin se présenter pour un travail, etc. Mais souvent, il n'y a pas de conviction, quoi. Donc, il faut faire très très attention. C'est pour ça que ces cours que je donne, là, donc à la Société des poètes français, voilà, c'est très important.
souvent, on s'en rend compte à son corps défendant, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que bon, on n'est pas crédible. Alors bien sûr, alors après il y a le talent, le charisme. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, donc il faut essayer de trouver, même si on n'en a pas, je dirais pas se créer un talent ou du charisme, mais en ce moment, vous les écoutez, les hommes politiques, vous trouvez qu'ils ont du charisme, du talent, hein, et pourtant ils sont comment dirais-je, ils ont des coachs, super coachés. Hein. Scotché. Ils sont scotchés comme bon, voilà, donc ça c'est très important. Donc les différentes sonorités buccales, les différentes intonations, les timbres, l'articulation, etc. Voilà, tout ça, on voit ça, bien sûr, plus en détail, en profondeur. Hein. Donc, chacun a du talent. Nous allons vous le faire découvrir. Terminez le tract avant de prendre la parole, déclamer ici ou là. Vous aborderez ces situations avec calme et sérénité qui émerveilleront les uns et charmeront les autres. Vous voyez une phrase de Thucydide, j'aime bien parce que ça monte tellement loin. Loin d'imiter les autres, nous sommes nous-mêmes un exemple. Nous sommes toujours un exemple. Mais cet exemple, il faut aussi que nous le recherchions en nous. Qu'est-ce que je peux être comme exemple? On a tous en nous quelque chose qui est du principe de l'exemple. Mais pour ça, il faut chercher. Et c'est ce que je dis d'ailleurs au début de ce texte. Voilà. Notre tâche est d'éveiller par la qualité de la parole à une meilleure communication entre les êtres. Ce que nous voulons vous apprendre, c'est à vous enquêter. Vous cherchez en vous-même, jour après jour, en votre dimension de profondeur. Il y a souvent un abîme entre votre masque et votre être intérieur. Donc il faut se chercher, se trouver. Qui cherche trouve, en général. Ouais. Et c'est pour ça l'importance de la communication non verbale. Parce que ça, c'est la gestuelle du corps, c'est pas rapide. C'est un autre aspect, et beaucoup de gens parlent à contre-temps par rapport à la gestuelle qu'ils adoptent. On en voit certains hommes politiques, oui. Ça ne correspond absolument pas. Absolument pas. Et alors il y a un décalage complet, et pour certains, ça a quand même marché. C'est ça qui est singulier d'ailleurs. Mais le travail qu'on fait faire aux comédiens, on devrait le faire faire oui. Dans les entreprises, un peu partout, parce qu'en fait, la gestion d'une réunion, c'est tout à fait calqué sur ce genre de comportement et de maîtrise du corps, et de mise en scène. Tout à fait. Mais au bon sens du terme, pour jouer la comédie, même si certains le font quand même. Oui, alors, moi, quand c'est comme ça, je dis plutôt mise en vie. Mise en vie, oui, c'est une mise en vie. Hein, mais vous avez tout à fait raison, parce que, et souvent, par exemple, la parole est contredite par une gestuelle. Ouais. Oui, donc il faut faire très attention. En principe, les hommes politiques, bon, ils doivent être prévenus, hein, maintenant. Bon. Alors voilà, donc les rythmes. Alors, vous avez donc, dans la parole, le rôle du rythme est fondamental. Hein. La syllabe tonique, elle est le métronome qui donne du relief, de l'équilibre, de la force, de l'emphase, temps fort, temps faible. Rythme syncopé d'une phrase, d'un discours. Bon, alors, les quatre tempos, donc vous avez le rythme, la cadence, l'harmonie, la mélodie, donc le rythme, c'est le retour périodique de temps rythmé, battement du cœur, crée une envie, besoin, désir, comme le jazz par exemple. Hein. La cadence, donc il faut qu'il y ait qu'une cadence, une progression. Hein. Donc c'est une répétition de sons, de mouvements qui se succèdent régulièrement. Le métronome crée une excitation, ou Wagner ou Tchaïkovski. Et puis l'harmonie, très important, unité en sympathie artistique, harmonie des formes, crée le plaisir, l'extase. Par exemple Gershwin,
d'autres, mais c'est un exemple comme un autre. Et la mélodie, donc succession de sons ordonnés et agréables, voluptueux, crée le rêve, évasion, Debussy. Voilà. Alors ensuite on arrive au fond et à la forme, donc 17e clé. Le signifiant et le signifié, le plaisir du fond et l'instinct de la forme. Nous appréhendons l'autre autant par le fond que par la forme. C'est ce que nous ici. C'est le message et l'humeur, le personnage et le costume. L'instinct du fond, le plaisir de la forme. À l'instar de Cicéron, de Danton, Gambetta, Jaurès, qui électrisaient les foules. Ils y mettaient les formes et le fond, l'énergie et les mots. L'homme d'aujourd'hui communique de façon clip. Où en est donc l'alchimie du verbe si cher à Rimbaud, n'est-ce pas? Vous connaissez ce poème voyelle. Hein? A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. À l'instar de Rimbaud, là vous allez sourire, imaginons que dans le tour d'une discussion ou d'un discours, je chausse des lunettes de couleurs différentes. On arrive à joli. Lunettes noires, action-réaction. Faire face en force. Après la chute. Hein? Après la chute. Après la chute, oui. Lunettes blanches, harmonie en symbiose. Lunettes rouges, la joie, l'exaltation. Lunettes bleues, calme, sérénité. Lunettes vertes, créativité, fertilité, croissance. L'objet de ces 5 lunettes est de clarifier la pensée, de sorte qu'on puisse user d'un seul mode, de penser à la fois, au lieu de tout mélanger. Et Eva Joly, elle a bien compris ça, mais ça n'a pas fonctionné vraiment. Ça n'a pas fonctionné. Alors quand j'ai vu qu'elle changeait de lunettes, je me suis dit, oh là là, attention, elle a copié sur mon texte. Qui était conseiller en communication, non? Ah non, j'étais pas conseiller. J'aurais pu, hein? La preuve, hein? Bon. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Alors, la mémorisation. Mémorisation, je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que je n'ai pas une très bonne mémorisation. Bon, c'est aussi dû à l'âge, parce que j'ai un âge canonique. Hein. Comment? J'entends des... Non, bon. Alors bon, il y a plusieurs types de mémoire. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire un gros là-dessus, les procédurales, les épisodiques, les perceptibles. Bon, donc, alors j'ai une doc spéciale justement sur les astuces de mémorisation rapide. Donc, je donne des astuces pour essayer de mémoriser plus rapidement, quoi. Alors, vous avez par exemple un exemple. C'est dans un poème, par exemple. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu, boire un peu d'eau. Je peux dire une parole, oui. J'ai remarqué quand on apprend de mémoire, on bute des fois toujours au même endroit, quelquefois, dans un texte. C'est vrai. Ça, c'est assez curieux, ça. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu supprimes au même endroit. Il faut passer outre. C'est vrai. Alors, c'est vrai aussi, par exemple, avec des poèmes. Moi, par exemple, j'ai des poèmes que j'ai appris, je sais, par cœur, pas de problème. Et d'autres, je bute. Alors, bon, est-ce que c'est une question de syntaxe? C'est une question de rythme, c'est une question de mots qui font, comment dirais-je, qui font passer à autre chose, je ne sais pas, mais c'est vrai que... Voilà. Il y a aussi le fait que si vous aimez bien ce texte plus... Voilà. Moi, si un texte me plaît énormément, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul. Mais si j'aime moyennement... Voilà, mais qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous aimez dans le texte? C'est quoi que vous aimez? Ce sont les mots, c'est leur rythme, c'est quoi? Leur sonorité, la sonorité, la tout ça. langue et tout ça, oui. Voilà. Ça forme un ensemble. Oui. Voilà. Mais il faut essayer de... Pour la musique, c'est la même chose. Il y a des passages qu'on n'arrive pas à mettre dans les doigts. Vous êtes musicien?
mauvais musicien, mais je sais de quoi je parle quand on ne sait pas développer un regard. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que par rapport au fait de buter sur des mots ou des phrases, mais c'est quand on mémorise le fait de buter. C'est-à-dire qu'on apprend à buter, c'est aussi ça. On sait à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que tu te programmes toi pour buter. Oui, voilà. C'est-à-dire le moment où tu butes dessus, plus tu y mets de l'importance, plus tu vas y buter, parce que ton cerveau il dit bah il faut que je bute. C'est-à-dire qu'il faut On est conditionné. Oui, mais enfin, plus tu fais attention, plus moins tu mémorises. c'est un cas, hein, c'est particulier. Non, hein, Emmanuel, hein. Oui. C'est un canonier. Non, mais c'est vrai que on est son propre ennemi des fois. Tu répondras plus tard à ma question, c'est ça? Comment? Illustration. Et mais c'était une question Illustration de la technique. très intéressante. Je ne manquerai pas de vous répondre à votre question. Alors, ensuite, on arrive au regard. Donc le regard, très important, bien sûr. L'œil est le miroir de l'âme. Bon, regarder, c'est à la fois capturer l'autre et se donner à l'autre. Mobiliser l'attention, créer la connivence. Il traduit nos pensées, nos émotions et confère la vie à nos messages. Voilà. Donc, c'est important, mais bon, je ne vais pas vous le rappeler. Hein. Déplacer son regard, c'est déplacer son attention sans perdre le contact. Alors, comme ça, on est devant un auditoire, 10, 20, 30, 40 plutôt, plus. Il faut bien sûr déplacer son regard, il ne faut pas toujours regarder la même personne, toujours regarder à travers la fenêtre, ou je ne sais pas, enfin bref, ou toujours regarder sa montre, par exemple. Hein. Mais quand même, essayer de regarder chaque personne, quoi, hein, pour établir une connivence. Hein. Et puis dire, tiens, il m'a regardé, dis donc. Non, mais c'est vrai. Alors, bien sûr, surveiller aussi les gestes parasites, bien sûr, hein, toujours des gestes, on en parlait tout à l'heure, gestes parasites. Et puis, bon, cette petite flamme aussi dans l'œil, c'est aussi l'intelligence, l'ironie, la complicité, la passion, l'œil qui frise, le charmeur, etc. Vous voyez, il faut user un petit peu, bon, pousser un petit peu son charme, quoi. Ah oui, parce que vous avez un message à faire passer, vous avez quelque chose à dire au public, quelque chose, donc il faut absolument... Il y a une part de séduction, de toute façon. Il y a une part de séduction, tout à fait, absolument, dans le bon sens du terme. Alors il y a aussi bon, l'observation des mouvements des yeux. C'est intéressant aussi, mais c'est très subtil. Hein. C'est très subtil quand les gens regardent plutôt en haut à gauche ou en bas à droite. La signification n'est pas la même. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. C'est assez quand même spécieux. Mais bon, c'est pas faux. Alors, la psychologie. Alors, je vais vous parler du concept de L. C'est-à-dire la loi et la règle. De L, la loi et la règle. Bon, soit on a comme principe d'être sur la loi ou sur le lien. Et les gens, ils sont, c'est-à-dire le chef et ceux qui suivent, si vous voulez, hein, pour faire court. Mais c'est important d'essayer de repérer assez vite. Généralement, dans une entreprise, on a tout de suite repéré le chef. Hein. Et puis, et ceux qui suivent. C'est-à-dire, donc, le lien, l'affect. Ah oui, alors voilà. Le lien est trop mou, dit la loi. La loi n'a pas de cœur, dit le lien. C'est un peu vrai, d'ailleurs. D'après la philosophie du 5e siècle, Empédocle, disciple d'Héraclite et de Pythagore, déclarait la nature être composée de 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. Celui qui chemine sur cette voie pleine de pénibles charges sera purifié par les 4 éléments
S'il peut surmonter l'effroi de la mort, il s'élancera de la terre jusqu'au ciel illumineux. Il sera alors capable de se consacrer totalement au mystère d'Isis. C'est dans Mozart. La flûte enchantée. 21e clé. Alors, bon, là je parle du profil cérébral. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est important de savoir que bon, le cortical gauche, c'est la logique, analytique, mathématique, technique et résolution de problèmes. Le cortical droit, c'est le créatif, le synthétique, l'artistique, le global, le conceptuel. Le limbique, alors, c'est émotionnel. Gauche, le contrôlé, le conservateur, l'administrateur, l'organisateur. Le limbique droit, contact humain, émotif, le musicien, le spirituel, le verbal. Voilà, alors, bon, on peut avoir d'autres, chercher aussi d'autres. Bon, est-ce que j'ai un profil d'aigle ou de fourmi? Est-ce que je survole les problèmes ou que j'ai besoin de les solutionner? Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Hein? Alors, ensuite, l'espace onirique. Alors, l'espace onirique, bon, il faut user également des espaces oniriques. C'est-à-dire, les 4 espaces sont la sensorialité, la sensualité, la sensitivité et la sensibilité. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Là, on rentre un peu dans des exercices que l'on trouve dans le théâtre. Ouais. Formation. Mais dans le travail, les gens ont très peur, enfin on leur déconseille. De quoi? D'entrer dans ce sensoriel, sensuel, etc. Tout ce qui est sens, pour eux, et oui. ils s'en méfient, on leur apprend à s'en méfier. Dire attention, dans le travail, il ne faut pas se livrer à ce genre de relation. Aux comédiens? Non, dans le travail. Oui, d'accord, oui. Pas le travail du comédien. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui, pas trop faux. Il faut savoir. La connaissance émotionnelle, on commence seulement à la reconnaître. Voilà. Il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va. Savoir. Parce que si on peut définir la sensorialité, la sensualité, la sensitivité ou la sensibilité, alors j'ai une documentation là-dessus, parce que de toute façon j'ai des documents hein, sur des docs justement par rapport à toutes les clés. Alors la 23e clé, ce sont les trajets fondamentaux. Alors ça, c'est pour marcher et prise de possession de l'espace. Quand vous êtes par exemple sur une estrade, que ça soit, que ça fasse 10 mètres ou plus, peu importe, hein. C'est-à-dire si vous avez 10, 50, 100, 200, 300 personnes, il faut prendre possession de l'espace. Vous voyez, un comédien qui rentre sur scène, c'est un exercice que je faisais faire, moi. Je demandais à un comédien, par exemple, qui était dans les coulisses, je lui disais, rentre sur scène. Ah bon, rentre sur scène? Oui, d'accord, je rentre sur scène. Non, tu n'es pas rentré sur scène. Ah bon, pourquoi? Je vais te montrer comment on rentre sur scène. Je suis dans les coulisses, n'est-ce pas? Et je vais pour rentrer sur scène. La scène, c'est un espace magique. Hein? Donc, on n'y rentre pas n'importe comment. Donc, je rentre sur scène. Vous voyez, comme si j'écoutais le son sur cette scène, dans cette pièce. Je ne rentre pas n'importe où. Hein. Elle est délimitée, cette scène. Peut-être que, je ne sais pas moi, des comédiens très connus ont fait leurs premières expériences et voilà, donc il y a aussi une sorte de respect. Et à ce moment-là, si effectivement vous rentrez comme ça, automatiquement, il se crée une connexion avec le public, une harmonie avec le public. Je peux dire un mot? Oui, bien sûr, attendez, non mais attendez. Pour peu que le public soit sympathique et qu'il applaudisse pendant l'entrée en scène, c'est formidable. Hein? Si quelqu'un qui rentre, de suite il y a l'applaudissement du public, bravo le public. Hein?
C'est bien, ça. Je ne sais pas si c'est bravo le public, c'est plutôt bravo aux comédiens. Ah oui, moi aussi qui a réussi. Parce que le public, bon, s'il y en a un qui commence à applaudir, tout le monde applaudit. Hein. Ah oui, oui d'accord. En général. Hein. Ah oui. Non? Oui, je pense. Souvent, hein. Mais ça peut aider beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai que ça peut aider beaucoup. Ça peut aider beaucoup, mais ça peut aussi perturber. Ça peut aussi, parce que ça peut être aussi à contre... Parce que il faut aussi que le public sente que c'est le moment d'applaudir. Pas tout de suite. Il faut aussi que le public ait aussi le sens de ces moments d'émotion intense. Autrefois, il y avait des claqueurs qui étaient payés à l'avance pour venir. Hein. Oui, autrefois. Oui. Ils étaient payés là-haut dans les théâtres pour applaudir. Oui. Et même parfois siffler. J'ai vu ça dans Et même aussi, hein, oui. Et même siffler. Et même siffler. Oui. Ah, t'as sifflé, toi. Payer pour siffler. Oui, pour que la pièce ne fasse pas un fou. Voilà. Mais maintenant, j'ai remarqué que les jeunes générations actuelles, pour montrer leur contentement, ils sifflent maintenant. C'est vrai. Autrefois, c'était négatif. C'est vrai. Depuis le jazz, oui. Et maintenant, ça devient positif, maintenant. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, ça dépend, quoi, parce que ça dépend de l'âge que tu as. Il y a aussi une question de génération. Hein. Je suppose que si tu te mets à siffler, on va te regarder, je dis, ah, lui, là, il siffler, non, mais pas. Alors, si c'est Emmanuel, par exemple, bon, c'est toi, parce qu'il est plus jeune, quoi. Bon, alors, donc, je vous ai dit ça. Alors, on va accélérer un petit peu. Donc, bon, alors, il y a aussi l'imaginaire. Alors, je parle de l'imaginaire. Il y a aussi des textes. Il y a également, donc... On écoute, hein. Comment? Non, je leur mets à l'ordre un peu. Oui. Il y a besoin. Oui, parce que sans ça, il va être obligé de sévir. Hein. Oui. Ah ben oui, hein, parce que, attendez... l'imaginaire, donc, là aussi, bon, pour se créer un imaginaire, donc à travers un texte, par exemple. Donc, je vais proposer un texte, et je vais dire, bon ben voilà, sur ce texte, vous me mettez de l'imaginaire. Comment je vais faire? C'est pas moi. Débrouillez-vous, parce que l'imaginaire, c'est aussi, bon, quelque chose de spécifique, d'inconnu, donc il faut créer cette espèce de sensation d'inconnu, de mystère. Hein, je sais pas, par exemple... Pour sortir de la réalité, tout simplement, aller plus loin que la réalité. Voilà, donnez-moi une phrase. À chaque effondrement d'épreuve, le poète répond par une salve d'avenir. Voilà. Oh là là. C'est comment votre nom? Parce que vous allez pouvoir passer en classe supérieure. Non, rassurez-vous, c'était pour m'amuser, parce qu'on peut jouer aussi quand même. Oui. Vous avez une phrase? Oui. Qu'est-ce qu'on mange? Comment? Quand est-ce qu'on mange? Ah, bah à la fin, attendez. Si vous voulez une phrase plus concrète. Alors moi je vois les plats garnis, hein, déjà. Vous avez aussi ce que j'appelle rôle anti-rôle. C'est-à-dire succès ou échec. Alors vous avez par exemple des comédiens ou des comédiennes qui sont ou dans l'anti-rôle ou dans le rôle. Ça se sent tout de suite. Hein, c'est-à-dire que ou c'est la vedette, ou c'est, comment dirais-je, c'est une petite vedette, ou au contraire c'est une star. Hein. C'est-à-dire que soit on est sur le succès ou l'échec. Ça se voit tout de suite hein, quand on est comédien, mais pas forcément comédien sur scène, mais qu'on ressent ces choses-là. On voit tout de suite un comédien ou une comédienne qui est habité. Il y en a qui ne sont pas habités. Simplement, c'est forcé. Voilà. Alors, les émotions, bon, j'en ai parlé. Alors, le corps maintenant. Alors, le corps, donc, les attitudes, le maintien, la gestuelle, la mimique et la proxémie. Donc, là aussi encore, on fait des exercices, chacun
Je propose à chaque personne un exercice, par exemple, sur l'attitude, sur le maintien. Le maintien, c'est-à-dire la posture du corps, ouvert, fermé, neutre, l'assise, etc. Hein? Donc voilà, donc je vais terminer. Bon, le reste, c'est moins important, moins déterminant. Bon, la réflexivité, l'articulation, bon, bien sûr, tout ça, c'est important. Voilà. Alors, donc ces 43 postes, donc ces 43 modules, je les fractionne par module. C'est-à-dire, par exemple, il y aura le module 1 qui ira, par exemple, du poste 1 à 4, ou de la clé de 1 à 4, en fonction des besoins, de l'intérêt des gens. Voilà, je vous remercie, messieurs, dames. Merci. Donc vous avez là, pensez-y, venez en prendre un. Ça coûte combien? Ça coûte 18 €. Hein. Voilà. C'est donné, quoi. Oui, c'est pratiquement. Oui, j'ai donné, oui, j'ai donné. Enfin, c'est donné, non, c'est pas donné, hein, c'est payé. Mais alors, tu vas... Voilà, vous avez des petits papiers là pour les cours que je donne, si ça vous intéresse. Oui, tu peux te passer du Justement, tu donnes des cours. Oui, alors, oui, j'ai l'intention d'éditer ça. Parce que ça, j'ai mis 15 ans à faire ça. Oui, c'est un travail important. De transfert de toutes ces connaissances. Vraiment, ce mensuel était confié. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de communication d'ailleurs.